31 août, les destins de milliers de personnes ont changé à jamais. Nous avons l'habitude de voir les tragédies comme des chiffres et non comme la douleur d'autrui, ce qui peut avoir des conséquences terribles pour chacun d'entre nous. Tous les détails dans notre revue des événements climatiques de la semaine passée. Europe. L'ouragan tropical Erin, ayant atteint la catégorie 5 dans l'Atlantique, s'est ensuite transformé en l'un des cyclones extratropicaux les plus puissants de ces dernières décennies. Il a frappé les pays d'Europe avec des vents féroces, des vagues de 14 mètres et des pluies records, provoquant des coupures d'électricité massives, des inondations et des glissements de terrain. Le 28 août, l'île française de Corse a été frappée par un puissant orage accompagné de grêle. Les précipitations intenses ont parfois réduit la visibilité à zéro. Mais les destructions les plus importantes ont été causées par le vent, avec des rafales atteignant 159 km/h. À l'aéroport de la commune de Calvi, un incident rare s'est produit. La tempête a soulevé la partie avant d'un avion de passagers ATR 72 sur la piste, le faisant pivoter de 45 degrés. La tempête a abattu de nombreux arbres, endommagé des infrastructures et des bâtiments, laissant environ 10 000 foyers sans électricité. En 2 heures, 800 éclairs ont été recensés. Le 29 août, la France a enregistré 7 tornades, dont 4 ont frappé la région Nouvelle-Aquitaine. 2 d'entre elles ont atteint la force EF1, causant des dommages significatifs aux bâtiments, aux arbres et aux cultures. En Italie, la région de Lombardie a été gravement touchée. Dans la commune de Busto Arsizio, plus de 100 mm de précipitations ont provoqué des inondations. Une tornade a détruit une centrale solaire comptant près de 12 500 panneaux dans la commune de Vereto, province de Pavie, laissant une grande partie de la ville sans électricité. Le tourbillon a arraché des toits et un arbre centenaire s'est effondré sur une route, bloquant la circulation. Les effets des tempêtes se sont également fait ressentir dans la région du Trentin-Haute Adige. À Riva del Garda, la foudre a frappé un immeuble résidentiel, provoquant un incendie et endommageant des conduites de gaz, ce qui a nécessité l'évacuation de 9 familles. Dans la région du Piémont, la tempête a apporté des grêlons destructeurs. Dans la zone entre Ivrea et Pavone-Canavese, des grêlons de 7 à 8 cm de diamètre ont laissé des dizaines de voitures avec des bosses et des vitres brisées. Des toits et des cadres de fenêtres ont subi de graves dommages et de nombreux panneaux photovoltaïques ont été détruits. Heureusement, aucune blessure grave n'a été signalée, mais les habitants ont été bouleversés par la puissance de la tempête. Le cyclone a également touché d'autres pays d'Europe. En Irlande et au Royaume-Uni, il a apporté des vents de force ouragan, dépassant par endroits 160 km/h. Dans les Alpes occidentales, le Massif central et le nord de l'Espagne, jusqu'à 200 mm de précipitations sont tombées en 48 heures, provoquant des glissements de terrain et des crues de rivières. Dans les pays baltes et en Finlande, les restes du cyclone Erin ont causé des ondes de tempête prolongées le long de la mer Baltique, avec des niveaux d'eau s'élevant d'1 à 1,5 m au-dessus de la normale. Dans les Balkans, en Hongrie et dans certaines parties d'Italie, les températures étaient de 8 à 10 degrés Celsius au-dessus de la normale, établissant un record local pour la fin de l'été. Le cyclone a même atteint les pays d'Europe centrale et orientale. Il est extrêmement inhabituel qu'un ancien ouragan tropical, formé dans l'Atlantique central, atteigne l'Europe et, en conservant sa puissance, se propage sur la majeure partie du pays. Tornades et trombes. Le 29 août, en Islande, sur la péninsule de Reykjanes, 3 tornades ont été enregistrées simultanément. L'une d'elles a été filmée par un témoin près de la ville de Vogar, sur la côte du golfe de Faxaflói. 2 autres tornades sont apparues dans la zone des cratères volcaniques de Sundhnúkur, non loin de la ville de Grindavik. Les tourbillons sont restés visibles pendant environ 3 minutes, s'enroulant au-dessus du paysage volcanique. Les tornades en Islande sont extrêmement rares. Depuis les années 1980, seuls 13 cas similaires ont été recensés. L'apparition simultanée de 2 tourbillons est un événement absolument unique. Le 30 août, dans la région de la ville de Surgut, sur la rivière Ob en Russie, des témoins ont observé une trombe marine. Le tourbillon s'est formé à partir de nuages convectifs et s'est maintenu au-dessus de l'eau pendant un certain temps, sans représenter de danger. Il est à noter que Surgut est situé dans une zone de climat continental subarctique, où de tels phénomènes étaient jusqu'à récemment extrêmement rares. Cependant, l'augmentation de la température et de l'humidité globale sur la planète crée des conditions favorables à l'apparition de trombes marines et de tornades, même dans des régions où elles étaient pratiquement inexistantes auparavant. Argentine. La nuit du 31 août a été un véritable défi pour les habitants du centre de l'Argentine.
La tempête traditionnelle de Santa Rosa s'est transformée en une puissante catastrophe naturelle, battant tous les records de précipitation et laissant derrière elle des inondations, des destructions et une infrastructure paralysée. Dans la capitale, Buenos Aires, les pluies ont duré plusieurs heures, accompagnées de rafales de vent atteignant 70 km/h. De nombreuses localités du nord de la province de Buenos Aires se sont retrouvées sous l'eau. Dans la région de Carlos Casares, les habitants ont signalé des pertes de récoltes et de bétail. Dans la province de Mendoza, plus de 100 personnes se sont retrouvées sans abri. La tempête a abattu des arbres, arraché des toits et apporté de la grêle de grande taille. De fortes pluies, de la neige et du brouillard dans les zones de haute altitude ont conduit à la fermeture complète de la route nationale numéro 7. Les cols internationaux reliant le Chili et l'Argentine ont été préventivement fermés dans les deux sens. La ville de Cruz Alta, dans la province de Córdoba, a été la plus touchée par les inondations. En 24 heures, 330 mm de précipitations sont tombées. La situation géographique basse de la ville a entraîné un ruissellement des eaux des territoires voisins. Les inondations ont détruit des maisons et des routes, tout en provoquant une érosion des sols, menaçant ainsi l'agriculture. Un phénomène similaire s'est produit dans la ville de Maria Teresa, dans la province de Santa Fe, également située dans une cuvette. Le secteur agricole du centre de l'Argentine a été confronté à des conséquences catastrophiques des inondations. En raison de l'inondation de milliers d'hectares de terre et de l'impossibilité pour les machines d'accéder aux champs, la nouvelle campagne de semis ainsi que la récolte de soja, de maïs, de tournesol et de blé ont été gravement perturbées. Afghanistan. Le 29 août, des pluies torrentielles se sont abattues sur la province afghane de Nangarhar, provoquant des inondations soudaines. Dans les zones touchées, des dizaines de maisons ont été détruites, des routes, des barrages et des canaux d'irrigation endommagés, et des milliers d'hectares de terres agricoles ont été ravagés. Dans le district de Spingar, l'effondrement du toit d'une maison sous l'effet des pluies a causé la mort de 2 fillettes, tandis que 3 autres membres de leur famille ont été blessés. Au total, la catastrophe a fait 5 victimes dans la province. Tard dans la soirée du 31 août, les provinces orientales de l'Afghanistan ont été secouées par un puissant séisme de magnitude 6. Son épicentre était situé à environ 27 km de la ville de Jalalabad, avec un foyer à seulement 8 km de profondeur. Dans le pays, plus de 2200 personnes ont perdu la vie et plus de 3300 ont été blessées. Dans la province voisine de Nangarhar, le nombre de morts s'élève à plusieurs dizaines avec des centaines de blessés. Au cours des 2 jours suivants, au moins 10 répliques de magnitude 4 ou plus ont été enregistrées. 3 d'entre elles, d'une magnitude supérieure à 5, se sont produites à faible profondeur, jusqu'à 11 km. Selon les habitants, ces répliques ont rasé des maisons déjà partiellement endommagées lors de la secousse principale. De nombreux villages ont été réduits en ruines, avec plus de 6700 bâtiments détruits. L'accès à certaines des zones les plus touchées était impossible. Les routes étroites étaient bloquées par des éboulements et des glissements de terrain, et le relief difficile de la région compliquait l'acheminement de l'aide. Les victimes ont été transportées par hélicoptère vers les hôpitaux les plus proches. En raison du manque d'aide professionnelle, les habitants locaux ont également participé aux opérations de sauvetage. Sans équipement, ils dégageaient les décombres des maisons en adobe et en pierre à main nue. Les répliques ont interrompu les recherches de survivants, faisant perdre un temps précieux, vital pour sauver les personnes encore ensevelies. Les témoignages des survivants soulignent l'ampleur de la tragédie. Un jeune garçon de 14 ans a été blessé lorsque sa maison s'est complètement effondrée, mais 5 membres de sa famille ont péri. Il a réussi à sauver son père, dont il a entendu la voix sous les décombres. Ce séisme est devenu l'un des plus destructeurs qu'ait connu le pays au cours des dernières décennies. Soudan. Le 31 août, à la frontière des provinces du Darfour central et du Darfour méridional, un puissant glissement de terrain s'est produit après plusieurs jours de pluie torrentielle ininterrompue. Le village de Tarsine, situé dans le massif montagneux de Mara, a été complètement enseveli sous une couche de boue et de roches. Cette catastrophe naturelle a causé la mort de plus de 1000 personnes, avec un seul survivant parmi les habitants locaux. Ce glissement de terrain est devenu le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Les opérations de sauvetage se sont déroulées dans des conditions extrêmement difficiles. Un relief montagneux complexe, des pluies continues, des routes emportées, une absence totale de communication et des combats actifs. Les habitants des villages voisins craignent une répétition de la tragédie si les pluies torrentielles ne cessent pas.
La situation est aggravée par la grave crise humanitaire dans la région, marquée par des conflits armés, la famine et des déplacements massifs de population. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la rapidité avec laquelle les catastrophes s'intensifient, tandis que le monde reste indifférent. Ce qui est étrange, c'est que de nombreuses personnes intelligentes et éduquées comprennent parfaitement. Des événements terribles se produisent, les cataclysmes s'aggravent, des gens meurent en masse, les divisions s'accentuent, mais la société reste silencieuse, sans rien entreprendre. N'est-ce pas là un signe de perte d'humanité ? Beaucoup attendent qu'un événement extraordinaire survienne, une catastrophe d'ampleur planétaire ou la mort d'un grand nombre de personnes. Ce n'est qu'à ce moment-là, pensent-ils, qu'ils seront suffisamment bouleversés pour ressentir de l'empathie et être poussés à agir. Mais en réalité, il n'en est rien. Repensez à ce jeune garçon en Afghanistan qui a perdu presque toute sa famille. Lorsque nous voyons la tragédie d'une seule personne, cela suscite de la compassion. Mais lorsqu'il s'agit de milliers de victimes, cela est perçu comme une simple statistique. L'empathie s'éteint et à sa place surgit la peur. Et si c'était moi qui périssais ? C'est ainsi que fonctionne la psyché humaine, et plus nous nous enfonçons dans l'ère des catastrophes climatiques, moins les pertes humaines massives suscitent de compassion chez la majorité des gens. L'empathie s'affaiblit progressivement, tandis que l'égoïsme et la peur pour sa propre vie, au contraire, s'intensifient. Si nous ne ressentons pas le besoin d'aider autrui, de répondre à la détresse d'un autre, alors ceux qui nous entourent réagiront de la même manière. En fin de compte, nous risquons de nous retrouver dans une société où chacun ne vit que pour soi, où les gens sont prêts à prendre le peu qu'il reste aux personnes âgées et aux enfants, où la vie humaine n'a plus de valeur. Mais qui parmi nous souhaite un jour se retrouver dans une situation difficile, voire critique, complètement seul, sans aucun soutien ? Sur cette planète, il existe de nombreuses personnes qui s'efforcent de vivre selon leur conscience. Cependant, la plupart d'entre elles restent passives, se contentant de leur petit monde où elles ont construit de bonnes relations avec leurs proches, établi une harmonie avec la nature et trouvé leur propre paix intérieure. Mais pendant que chacun se retranche dans son espace confortable, notre monde commun continue de sombrer dans l'abîme à cause de notre indifférence. Aujourd'hui, c'est la crise climatique qui passe au premier plan. Tant que les gens n'en comprendront pas l'ampleur et la menace réelle, ils ne pourront se libérer des divisions et des conflits artificiellement imposés. Pour changer la situation, il faut rendre le problème visible dans toute la société. Cela n'est possible que lorsque les gens eux-mêmes commenceront à en parler. Il ne sert à rien d'attendre des changements de la part de petits groupes de personnes, qu'il s'agisse de politiciens, de leaders religieux ou d'influenceurs. L'avenir dépend de chacun de ceux en qui l'humanité est encore vivante.